Voici l'histoire d'un incident terrifiant qui s'est produit dans les années 90. À l'époque, je venais de terminer le lycée et je travaillais à mon premier emploi à temps plein. Je n'avais aucun intérêt à aller à l'université à ce moment-là, donc ma seule option était de rejoindre la force de travail et de devenir un adulte réel. Mon travail était celui d'auditeur de nuit. Si vous ne savez pas ce que fait un auditeur de nuit, le travail consiste essentiellement à faire un peu de tout, de l'enregistrement des clients à la programmation des appels de réveil, et à équilibrer les comptes la nuit. Malgré mes 19 ans et le niveau habituel de paresse pour un garçon de mon âge, j'adorais mon travail. Eh bien, j'adorais la plupart du temps, mais lorsque des choses folles se produisaient, comme celle que je vais vous raconter, c'était probablement le pire travail du monde, et surtout la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. C'est arrivé un lundi soir calme. Avant de vous raconter l'histoire, je devrais vous parler un peu plus de l'hôtel où je travaillais. Cela vous aidera dans le récit plus tard, alors ne vous inquiétez pas. L'endroit était configuré de manière similaire à ces hôtels en ruine que vous voyez dans les films. Vous aviez votre entrée typique couverte au comptoir de réception qui menait à un grand parking avec des places devant les chambres. Bien qu'il y ait eu 3 étages, on m'avait dit de ne jamais enregistrer personne dans aucune des chambres du 3e étage en raison d'incidents étranges et passés, mais c'est une histoire pour une autre occasion. Bien que je puisse faire paraître l'endroit énorme, je pouvais vraiment voir chaque chambre depuis le comptoir. Les seuls points morts étaient juste autour des fenêtres, et je pouvais les vérifier lors de mes rondes. Puisque je parle de rondes, je vais placer le vrai début de mon récit juste ici. Comme je l'ai dit, cela s'est produit un lundi soir tranquille, qui était l'une des nuits les plus calmes pour les clients pendant la saison touristique. Nous faisions plutôt bon commerce toute la semaine et le week-end, mais c'était au milieu de l'hiver et l'hôtel n'avait jamais été directement au milieu des routes touristiques. Vous deviez voir l'une de nos publicités sur les panneaux d'affichage pour savoir où nous étions. Donc, si j'avais de la chance d'enregistrer quelqu'un, c'était généralement l'un de nos habitués. La nuit où cela s'est produit, je venais de terminer l'une de mes rondes, vérifiant s'il y avait de la glace dans les machines et des choses comme ça. Je venais de retourner au comptoir et je m'étais assis dans le bureau derrière lui. À partir de ce que je me souviens, je faisais du travail de bureau lorsque j'ai levé les yeux vers le mur d'écran de surveillance et j'ai vu un homme habillé en noir debout, juste hors de la vue des fenêtres avant. Étant naturellement curieux, je continuais à l'observer pendant qu'il regardait autour de lui à la recherche de quelqu'un dans la région, je suppose. Quand il s'est senti satisfait que personne ne le regardait, il a sorti un masque de ski noir de sa poche et l'a mis sur sa tête et son visage. Je n'ai pas vu d'arme à ce moment-là, mais je n'allais certainement pas lui laisser le temps d'en sortir une, car j'avais une bonne idée de ce qu'il avait prévu. J'ai couru aussi vite que je pouvais pour verrouiller la porte d'entrée afin qu'il ne puisse pas entrer. Je pouvais le voir à travers les fenêtres, alors que nous courions tous deux vers les portes. Mais je suis arrivé en premier, et j'ai tourné le loquet juste avant que sa main ne touche la poignée. Le masque qu'il portait avait un trou pour la bouche, et une grimace de dégoût se formait lentement dessus. En voyant à quel point cela le mettait en colère, mon moi stupide se moquait avec le plus grand sourire que je pouvais gérer. Il leva lentement la main et c'est alors que je vis enfin l'arme. Le sourire moqueur disparut de mon visage et fut remplacé par une expression de peur absolue. Bien sûr, je ne pouvais pas voir mon propre visage, mais je pouvais dire par le sourire qui grandissait sur le sien qu'il savait qu'il avait le contrôle. Lorsque sa main arriva à la hauteur de mes yeux, je pouvais littéralement voir le canon de l'arme, alors qu'il tirait sur la gâchette, que le cylindre tournait et faisait clic. Tout semblait se déplacer au ralenti. Ensuite, comme s'il mettait un point d'exclamation à la fin d'une phrase, il plaça le canon contre le verre. Lorsqu'il mit son doigt sur la gâchette, j'ai honnêtement vu ma vie défiler devant mes yeux. Ma vie n'avait pas été longue et était sur le point de se terminer. C'est à ce moment que je me suis pissé dessus. Je ne vais pas mentir, c'est arrivé. Pendant une seconde, j'ai envisagé de tenter de m'échapper, mais lorsque j'ai essayé de bouger, j'étais complètement paralysé. Alors, dans un acte d'acceptation, j'ai fermé les yeux et attendu le coup de feu, mais il n'est jamais venu. Je n'ai aucune idée de combien de temps je suis resté là debout, mais lorsque j'ai enfin eu le courage de rouvrir les yeux, il était parti. J'ai senti mes genoux commencer à fléchir et la nausée remplir mon estomac. Il y avait une rangée de chaises à côté de moi et j'ai réussi à m'asseoir avant de m'effondrer. Alors que j'étais là accroupi, la tête entre les genoux, luttant contre l'envie de vomir, j'essayais de comprendre pourquoi je n'étais pas mort. M'avait-il épargné? N'avait-il pas le courage?
Ça ne m'importait vraiment pas, j'étais juste heureux d'être en vie. Et si je revois ce type dans des circonstances différentes, je le remercierai de ne pas avoir appuyé sur la gâchette. L'idée d'appeler la police m'est passée par la tête, mais j'ai décidé contre, car il ne pourrait probablement pas attraper le type et je ne pouvais pas l'identifier. Ce que j'allais faire, c'était changer de pantalon et démissionner de ce terrible travail dans cet horrible hôtel et, après tout, aller à l'université. J'ai terminé la nuit et démissionné le lendemain matin. J'ai raconté à mon patron la tentative de volume et le type avec le masque, juste par politesse au cas où il déciderait de revenir. C'était la fin. Je me suis inscrit au collège communautaire local, CE Printemps-là. Après mes 2 ans là-bas, j'ai déménagé dans une grande université en Californie, où j'ai finalement obtenu ma maîtrise en administration des affaires, et j'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans le sud de la Californie et du Nevada. Maintenant, je travaille enfin pour moi-même en tant que consultant, et j'emploie plusieurs autres personnes. Malgré la peur écrasante que j'ai ressentie cette nuit-là, l'incident s'est finalement révélé être le signal d'alarme dont j'avais besoin pour mettre ma vie sur la bonne voie. J'avais passé tellement de temps à l'école que je n'avais pas hâte d'aller ailleurs. D'ailleurs, j'avais été témoin du succès que certains de mes amis avaient sans aller à l'université, et cela m'avait convaincu que je n'avais rien à offrir. Cependant, j'ai appris cette nuit-là une leçon que j'aimerais transmettre aux jeunes qui viennent de quitter l'école. Si vous pensez vraiment que l'université n'est pas pour vous, n'y allez pas. Mais vous devez être très sûr, car si votre vie s'avère différente de ce que vous attendiez, vous pourriez finir comme l'un de ces hommes se regardant à travers ces portes en verre toutes ces années auparavant. Récemment, j'ai revu La guerre civile, un documentaire télévisé réalisé par Ken Burns en 1990, qui traite, bien sûr, de la guerre entre le Nord et le Sud au milieu du 19e siècle. Voir cela à nouveau m'a rappelé un incident terrifiant que j'ai vécu il y a près de 25 ans. L'expérience elle-même n'impliquait ni fantômes ni créatures effrayantes, mais à l'époque, c'était aussi terrifiant que n'importe laquelle de ces choses. À ce stade de ma vie, je vivais à Chambersburg, une petite ville en Pennsylvanie non loin de la capitale de l'État, Harrisburg. J'étais en train de visiter plusieurs villes en Caroline du Sud et en Géorgie pour faire des recherches pour un nouveau roman historique que j'écrivais, situé pendant la guerre civile. Mon voyage entrait dans sa 2e semaine après que j'ai pris un arrêt plus long que prévu en Caroline du Sud pour rendre visite à une ancienne camarade de sororité. Une fois que j'ai repris la route, mon travail avançait rapidement et, en raison de cela, je prévoyais de rentrer chez moi avant la fin du mois comme je l'avais prévu. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous qui lisez cela pourraient ne pas comprendre, mais c'était à une époque où Internet en était encore à ses débuts, et beaucoup des informations disponibles aujourd'hui ne l'étaient pas alors. Si vous aviez besoin de compiler une grande quantité d'informations sur une région ou un événement spécifique, vous deviez vous rendre sur place et consulter ces archives. Bien sûr, vous pourriez, et vous pouvez toujours, trouver certains faits dans des livres, mais tout livre ne peut fournir qu'une certaine quantité d'informations. Par conséquent, une écrivaine débutante sans argent pour payer un chercheur pour faire le travail devait le faire elle-même. Quand je suis arrivé à Atlanta, j'étais fatigué d'être en voiture et je voulais trouver un hôtel pour me reposer avant de devoir entreprendre le long voyage de retour chez moi. Mes plans à Atlanta nécessitaient une demi-journée de travail et les 2 jours supplémentaires étaient réservés au sommeil et au tourisme. J'y suis arrivé juste à temps, car j'avais été somnolente pendant la dernière heure. N'étant pas une femme riche, je devais trouver un endroit économique pour ainsi dire. Après un peu de conduite, j'ai trouvé un endroit intermédiaire et je me suis enregistré. Le gars à la réception était sympa, mais un peu bizarre, bien qu'il soit très désireux de m'aider. Pendant que j'étais au comptoir, un couple est entré au milieu d'une dispute animée. Comme tout le monde, j'ai regardé vers le couple, curieuse de savoir ce qui se passait entre eux, mais l'homme a vite remarqué et m'a demandé ce que je regardais. Tout ce que j'ai pu faire a été de hausser les épaules, car j'étais assez surprise par sa réaction. « Occupe-toi de tes affaires ou je te creverai un œil », m'a-t-il menacé. Cette menace m'a laissé encore plus perplexe et j'ai craint qu'il ne s'approche de moi. Mais il s'est retourné et est sorti du hall avec la femme, reprenant la dispute là où il l'avait laissée. J'ai regardé l'homme au comptoir pour voir sa réaction, mais son expression montrait qu'il était habitué à ce genre de clientèle.
J'étais tellement déconcerté par toute la scène que j'ai pris ma clé et je me suis dirigé vers ma chambre. Lorsque je suis arrivé à ma chambre, j'ai été désagréablement surprise de voir que le couple était seulement à 2 portes de là. La porte de leur chambre était grande ouverte et l'homme entrait et sortait de la chambre, allant et venant avec une canette de bière à la main. Pour mon soulagement, aucun des deux ne m'a remarqué. Ils devaient être plus concentrés sur les paroles de l'autre pendant qu'ils continuaient à discuter, je ne sais quoi. J'ai enfin pu respirer une fois que ma porte était fermée et profiter du silence, mais cela ne durerait pas longtemps. Avec la climatisation de la chambre qui rugissait, j'ai pu m'endormir facilement. Mais cet après-midi-là, j'ai été réveillé par un grand vacarme, semblable à des explosions de canon. J'ai traîné mon corps endormi hors du lit et j'ai jeté un coup d'œil par le coin des rideaux. Encore une fois, tout le bruit venait de ce couple. Des boîtes étaient rejetées de leur chambre dans le parking et l'homme, à ce moment-là, titubait et criait d'une voix forte et traînante. Un fort coup a secoué les murs du bâtiment, malgré une chambre vide entre nous, et la voix de la femme, bien que légèrement étouffée, était toujours clairement audible. N'étant pas quelqu'un qui aime les confrontations, surtout après ce qui s'était passé plus tôt, j'ai essayé de les ignorer et de couvrir le bruit avec la télévision. Mais après 30 minutes de cela, j'ai appelé la réception. J'espérais qu'il pourrait les convaincre de se calmer un peu, car il semblait les connaître. Je lui ai demandé de ne pas mentionner qui avait fait la plainte, et il a promis de ne pas le faire. Mais une fois que j'y ai pensé, il serait assez évident que c'était moi. Revenant à ma vue de la télévision, j'ai attendu de voir si mon appel ferait une différence. Au début, cela semblait fonctionner. Le chaos avait cessé et je n'entendais plus rien du tout. Soulagé, j'ai soupiré et je me suis appuyé contre la tête de lit pour me détendre. C'est alors que le coup est arrivé. Au début, répondre semblait être une mauvaise idée, mais une fois que j'ai eu une seconde pour y réfléchir, j'ai envisagé qu'il voulait peut-être s'excuser de m'avoir dérangé et c'est pourquoi j'ai finalement cédé. Naturellement, ce fut la pire idée que j'aurais pu avoir. Quand j'ai ouvert la porte, j'avais mon sourire charmant, mais l'homme n'était pas là pour s'excuser et le sourire a rapidement disparu de mon visage. « Écoute, toi, fier Yankee, si tu te plains encore une fois, je te botterai le cul de l'autre côté de la ligne Mason-Dixon, a-t-il dit. Quand il a dit cela, de grandes giclées de salive ont volé sur moi, et ces mots n'étaient pas aussi aimables que ceux que j'ai écrits ici. Ces paroles semblaient faire comme si les 130 dernières années n'avaient pas eu lieu. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait des gens dans le Sud qui parlaient encore comme ça, bien que je sois certainement terrifié jusqu'à la mort, surtout en étant une femme seule si loin de chez moi. Une petite partie de moi était captivée par les mots de cet homme. Cependant, j'étais beaucoup plus effrayé et je ne savais pas comment réagir. Mon silence semblait le rendre encore plus furieux et son visage devenait de plus en plus rouge. C'est alors que j'ai dit la seule chose que je pensais qui pourrait le faire partir. « Écoutez, monsieur, si vous ne me laissez pas tranquille maintenant, je vais appeler la police. » Pendant un moment, j'ai pensé que ça avait marché, mais ça n'a fait qu'aggraver le problème. Il s'est précipité vers moi à ma porte et nous nous sommes battus pendant une seconde jusqu'à ce que je réussisse à fermer et verrouiller la porte. La police est arrivée assez rapidement et a pris ma déclaration, y compris ses paroles plus tôt dans la journée. Compte tenu de son état d'ébriété, ils ont décidé de le réserver pour ivresse publique et l'ont emmené en garde à vue. Pendant tout ce temps, sa petite amie est restée étrangement silencieuse et n'a rien fait. Mais une fois que les policiers sont partis, j'ai vu pourquoi. « Une sale Yankee, je vais appeler mon frère ici et ils vont se relayer pour te défoncer », a-t-elle dit. Elle a laissé la porte ouverte pour que je puisse entendre comment elle passait l'appel téléphonique. Que ce soit sérieux ou non, je ne prendrai certainement pas de risque. J'en avais déjà assez de ces deux paumés et de leurs menaces, alors j'ai rapidement rassemblé mes quelques affaires et je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un hôtel beaucoup plus agréable et je me suis enregistré, même si cela allait me coûter beaucoup plus cher que l'endroit précédent. Je sentais que ma sécurité en valait la peine. Grâce aux rencontres que j'ai eues avec le couple de Plou, j'ai décidé de terminer mon travail et de faire le voyage de retour directement. Cela s'est avéré assez difficile, mais grâce à de nombreuses tasses de café, j'ai réussi à rentrer chez moi 2 jours plus tôt. Et voilà, mesdames et messieurs, la dernière fois que j'ai été dans le Sud. Avant que les commentaires ne commencent à dire que tous les sudistes ne sont pas comme ça, je tiens à assurer à tous que j'en suis très consciente, et en fait, beaucoup de mes collègues sont des sudistes,
Et ce sont d'excellentes personnes. Avec l'avènement d'Internet et l'interconnexion du monde, je n'ai plus besoin de faire de voyages de recherche. Mais si un événement en particulier nécessite ma présence, et qu'il se trouve être dans l'un de ces grands États, il est probable que j'y aille. Cela dit, si jamais je me trouve obligé de visiter la belle ville d'Atlanta, j'espère que l'homme fou et la femme assoiffée de sang ne croiseront plus jamais mon chemin. Ce soir-là, je naviguais sur YouTube et j'ai découvert pour la première fois cette chaîne. Bien que je sois plutôt peureux quand il s'agit de choses effrayantes, celle-ci semble être l'endroit parfait pour partager un incident terrifiant dans lequel mes cousines et moi avons été impliqués il y a environ 15 ans. À l'époque, je me rapprochais de mes 16 ans. Ma famille avait une grande réunion chaque année dans le sud de la Californie et, n'ayant pas assisté depuis que j'étais petit, mes parents pensaient que ce serait une façon amusante de passer mes vacances d'été. Ce serait aussi une excellente occasion de mieux connaître mes cousines, qui étaient au nombre de 3 et toutes du même âge que moi. Après y avoir réfléchi, cela m'a semblé amusant. Alors j'ai accepté et j'ai volé le mois suivant à Los Angeles. La réunion a eu lieu dans le même hôtel où nous séjournions tous. À mon arrivée, mes cousines Valeria, Renata et Susanna m'ont accueilli. C'était incroyable à quel point nous nous ressemblions toutes. Nous avions toutes les cheveux longs et blonds, les yeux bleus, sans mentionner nos similitudes faciales, ce qui avait du sens puisque nos parents étaient frères. La plus grande différence était à quel point elles étaient bronzées, puisque j'avais passé tout l'hiver à l'intérieur dans le Minnesota, et elles étaient beaucoup plus foncées que moi. Mon oncle et mon père ont décidé de nous laisser rester dans une chambre ensemble, une grande suite nuptiale de luxe. En voyant la chambre, nous avons plaisanté en disant que nous étions des sœurs et que nous étions à l'hôtel ensemble pour mon enterrement de vie de jeune fille, car j'avais été choisie comme la mariée, parce que j'étais la plus âgée et semblais un peu différente, comme le fait souvent une grande sœur. Nous avons passé le reste de la journée à la piscine et à parler aux garçons. Susanna, qui n'avait que 14 ans, a réussi à tromper un gars de 25 ans en lui faisant croire qu'elle en avait 19 et lui a donné son numéro. Nous nous amusions tellement que nous sommes restés éveillés jusqu'à 4 heures à parler et à rire. Le lendemain matin, qui était vers midi pour la plupart d'entre nous, nous avons commandé le petit déjeuner et sommes retournés à la piscine. Notre journée s'est avérée encore plus amusante que la précédente. Cette fois, Susanna a réussi à se faire acheter le déjeuner par une paire de jumeaux. Cette fille était imbattable cette semaine. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes toutes habillées et avons dîné au restaurant de l'hôtel. Mais cette fois, l'histoire que nous avions créée avait pris vie. Mes cousines avaient dit toute la journée que nous étions là pour faire la fête et demandaient aux hommes de leur acheter des boissons, mais la plupart des hommes étaient assez malins pour savoir qu'elles mentaient. Après le dîner, nous nous sommes jointes à un couple de gars plus âgés qui étaient assis dans le hall. Ils nous avaient vus sortir du restaurant et nous ont demandé de nous asseoir avec eux. Comme nous n'avions rien d'autre à faire, nous l'avons fait. Une fois assises, ils ont commencé à nous demander nos âges et nos noms. Bien sûr, nous avons menti et avons dit que nous avions dans la vingtaine et ils nous ont vraiment cru. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. C'était la chose la plus amusante que j'avais eue depuis des années. Valeria et moi n'avons pas dit grand-chose. Nous avons laissé cela à Renata et Susanna. À un moment donné, Susanna les a invités à monter dans notre chambre, mais j'ai dû l'emmener à part et lui rappeler que son père était dans la chambre à côté et qu'il ne serait sûrement pas content. Je ne voulais pas être une rabat-joie, mais je ne me sentais pas à l'aise d'avoir 2 hommes étranges qui semblaient avoir une trentaine d'années ou quelque chose comme ça, dans notre chambre. À ce moment-là, minuit approchait. J'ai dit aux 2 filles les plus jeunes qu'il était temps de retourner dans notre chambre, et au début elles ont discuté, mais une fois que Valeria m'a soutenu, elles ont cédé. Nous avons dit aux garçons de nous retrouver à la piscine vers 11 heures du matin et de déjeuner ensemble, puis nous sommes retournés dans notre chambre. Nous sommes restés éveillés à parler des 2 hommes et de ce que nous prévoyions de faire quand nous les verrions. Cela a duré jusqu'à environ 2 heures du matin, quand nous avons décidé d'aller dormir. Les lumières venaient juste de s'éteindre dans la chambre lorsque nous avons toutes entendu que la poignée de la porte commençait à bouger très rapidement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Au début, j'ai pensé que c'était mon esprit me jouant un mauvais tour, mais une fois que cela a recommencé, j'ai eu peur.
J'ai demandé aux autres filles si elles entendaient aussi et elles ont dit que oui. Sans réfléchir, Renata a sauté de son lit et a dit qu'elle irait voir qui c'était. J'ai crié pour l'arrêter avant qu'elle n'ouvre la porte, mais c'était déjà trop tard. Valeria s'est levée et a allumé les lumières, et je me suis jointe à elle au bout du couloir. Quand Renata a ouvert la porte, elle s'est retournée vers nous et a dit qu'il n'y avait personne là-bas. Puis elle s'est retournée vers la porte et est sortie dans le couloir. C'est alors que nous avons vu une personne avec un masque noir sauter et la saisir. Dès qu'ils l'ont attrapée, elle a commencé à crier et à se débattre pour s'échapper. À ce moment-là, Susanna nous avait rejoints, Valeria et moi. Nous trois aussi nous étions mises à crier et nous nous sommes précipités vers la porte pour aider Renata. Quand nous sommes arrivés dans le couloir, nous avons vu que la personne essayait de la traîner vers l'ascenseur. Bien qu'elle se battait de toutes ses forces, elle perdait et se rapprochait de l'ascenseur. Heureusement, mon oncle est sorti de sa chambre pour voir ce qui se passait et a vu Renata se faire traîner. Il n'a pas hésité à attaquer la personne avec le masque et, après l'avoir frappée plusieurs fois à la tête, ils l'ont lâchée et ont fui dans le couloir vers l'escalier de secours et ont disparu. Nous avons toutes couru vers elle pour voir si elle allait bien. Elle était évidemment effrayée et bouleversée, mais heureusement elle ne semblait pas être blessée. Une fois qu'il s'est assuré qu'elle allait bien, mon oncle a appelé la sécurité de l'hôtel et leur a raconté ce qui venait de se passer. Et ils ont appelé la police. Nous 4 filles nous sommes simplement assises là, et nous nous sommes serrées dans les bras et avons pleuré. Nous étions toutes si heureuses que Renata soit saine et sauve. Malgré la tentative de l'hôtel de attraper la personne en fermant toutes les portes, l'agresseur a quand même réussi à s'échapper. Quand la police est arrivée, nous avons essayé de décrire au mieux l'agresseur, mais comme il portait tout en noir et un masque, nous n'avions pas grand-chose à dire. Renata était assez sûre que c'était un homme, mais c'était tout. Pendant le reste de la semaine, nous avons toutes parlé plusieurs fois à la police et avons répété ce que nous avions fait les derniers jours. Quand mon oncle a appris notre petite plaisanterie interne sur le fait d'être en ville pour un enterrement de vie de jeune fille, et comment nous avions menti aux gars sur nos âges, il était en colère, pour le moins que l'on puisse dire. La police lui a dit qu'un de ces gars était très probablement celui qui avait attrapé Renata. Leur théorie était qu'ils essayaient d'enlever l'une d'entre nous pour potentiellement nous vendre à un trafiquant, car nous nous ressemblions tellement qu'importe laquelle d'entre nous ouvrait la porte. Ils ont dit que les filles qui nous ressemblaient étaient très populaires dans le reste du monde et que les trafiquants paieraient beaucoup d'argent pour l'une d'entre nous. Nous étions toutes si effrayées que nous avons passé le reste de la semaine dans notre chambre et avons refusé d'ouvrir la porte à quiconque sans clé. Dès que la police a dit qu'il était bon que je rentre chez moi, j'ai pris le premier volume de Retour au Minnesota. J'avais encore peur des étrangers pendant longtemps et j'ai dû aller en thérapie pour surmonter le pire. Selon ceux que mes cousines m'ont dit plus tard, elles aussi l'ont fait et elles ont eu du mal à faire confiance aux garçons qu'elles venaient de rencontrer. Malheureusement, la police n'a jamais pu retrouver l'agresseur de Renata et le punir pour ce qu'il avait fait. Il s'est passé beaucoup de temps depuis que cela s'est produit, et lorsque nous avons fait des voyages familiaux à Disneyland, je me suis surpris à me demander si l'un des hommes qui marchent pourrait être celui qui a tenté d'enlever Renata cette nuit-là. Alors, je ressens un frisson dans le dos, et je me souviens que cela aurait facilement pu être moi. Mon ami et moi avons un concours pour voir qui a vécu l'épisode le plus effrayant de nos vies, et je suis sûr que dès qu'il lira celui-ci, il me votera comme le gagnant. Vous avez peut-être déjà lu son histoire sur la fenêtre brisée et l'homme dans la forêt, mais je vous assure que la mienne sera bien plus effrayante. Cela s'est produit quand j'avais 15 ans et même si j'en ai maintenant 25, je ne suis toujours pas sûr de quoi penser à ce sujet. À l'époque, je profitais de ma vie et cela semblait se refléter dans mes rêves. Presque tous avaient un thème positif, du moins ceux dont je me souvenais. Oui, comme toute personne normale, j'avais des cauchemars et j'en ai encore, mais soit ils n'étaient pas si graves, soit je les oubliais immédiatement. Malheureusement, cela allait changer lors de vacances familiales au paradis des montagnards de Branson, Missouri. Chaque année, ma famille essayait de choisir un nouvel endroit pour passer des vacances, et cette année-là, c'était Branson. Nous y étions déjà allés une fois quand j'avais environ 10 ou 11 ans, mais depuis lors, beaucoup plus d'attractions avaient ouvert, surtout des théâtres musicaux. Nous avions conduit depuis la ville de Oklahoma, donc tout le monde dans la voiture était fatigué. Heureusement, mes parents étaient des planificateurs méticuleux,
Donc nos chambres d'hôtel étaient prêtes quand nous sommes arrivés. Je suppose que, étant donné que mon frère et moi approchions de l'âge où nous pouvions être fiables, on nous avait donné notre propre chambre. Encore une fois, peut-être voulait-il être tranquilles en paix. De toute façon, cela ne nous dérangeait pas. La chambre était vraiment belle. Elle avait même son propre petit salon avec télévision, et nous avons réussi à jouer à Call of Duty pendant environ 1 heure avant de décider que nous devions dormir. Comme je m'y attendais, nos parents nous ont réveillés à l'aube. Je n'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Je pensais que tout l'intérêt des vacances était de se reposer et de se détendre. Au lieu de cela, ils nous levaient à 8 heures du matin et nous devions attendre encore 2 heures pour eux. Une fois qu'ils étaient enfin prêts à partir, mon père nous emmenait d'un endroit à l'autre comme si son derrière était en feu, en nous réprimandant, Kevin et moi, tout le temps. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi il était si en colère et stressé. C'est probablement pourquoi je ne vais nulle part pendant mes jours de congé. C'était toujours plus relaxant de simplement s'asseoir et se détendre à la maison. Quoi qu'il en soit, nous avons fait les choses habituelles que les gens font à Branson, comme monter dans les docks et des trucs comme ça. Nous sommes rentrés dans notre chambre d'hôtel vers 5 heures pour nous préparer et aller dîner. Je pense que mon père avait prévu quelque chose pour que nous allions voir les Presley, ou une sorte de truc de montagnard, mais nous avons été sauvés quand mon frère est tombé malade pendant le dîner. Donc le reste de la soirée, nous l'avons passé dans notre chambre à jouer à la Wii. Kevin a commencé à se sentir un peu mieux vers l'heure du coucher, donc nous avons décidé de rester éveillés un peu plus longtemps à jouer. Je me suis couché vers minuit, et il n'a pas fallu longtemps avant que je m'endorme. Elle est venue à un moment donné, je ne suis pas sûr quand. Je pouvais dire que j'avais dormi pendant un bon moment parce qu'il était très difficile de bouger, bien que cela aurait pu faire partie de son pouvoir. Ce n'est que plus tard que j'ai vu l'horloge, mais cela ne me dirait que l'heure à ce moment-là, et non quand elle avait fait son entrée. Au début, je n'étais pas conscient de sa présence, mais je pouvais déjà voir la majeure partie de la chambre. Mon frère était étalé sur son lit avec les couvertures à moitié tombées, essentiellement comme il dormait toujours. Le bas ronronnement de l'air conditionné était là, suspendu dans la pièce, mais beaucoup plus silencieux que dans mon souvenir. J'ai juste menti là pendant un moment, appréciant la tranquillité de l'ambiance en général, jusqu'à ce que je remarque une silhouette juste en bordure de ma vision. J'ai essayé de tourner la tête pour mieux voir, mais elle ne bougeait pas. Cela m'a un peu inquiété et je n'avais toujours pas de raison de m'alarmer. La plupart de la chambre était toujours en vue. Quand j'ai changé mes yeux vers le pied du lit, ses yeux ont rencontré les miens. Au début, tout ce que je voyais, c'était ses yeux, où sa tête semblait grandir et sortir de l'obscurité jusqu'à ce que ce soit presque tout ce que je pouvais voir. Je pouvais sentir le reste d'elle ramper lentement et par rafales occasionnelles vers mon lit, alors j'ai vraiment commencé à paniquer. La bataille pour bouger quoi que ce soit était perdue, c'était comme si j'avais été congelé dans un bloc de glace, mais sans le froid. Même quand j'ai senti ses mains me toucher, j'étais incapable de m'éloigner. Je voulais désespérément crier, produire ne serait-ce qu'un court son. Les larmes coulaient sur mes tempes. J'étais sûr que j'allais mourir. Elle a continué à ramper sur le lit jusqu'à ce que son visage soit à seulement quelques centimètres du mien. C'est la première fois que j'ai pu voir clairement à quel point son visage était horrible. Elle ressemblait à la sorcière typique, avec des verrues poilues sur le menton et des dents noires et tordues. Son haleine était le pire mélange de viande pourrie et d'air rance. Quand elle a vu mes larmes, cela semblait l'exciter. Elle a commencé à crier et à rire, en courant ses sales griffes en petits cercles sur ma poitrine nue. Ma lutte pour me libérer a continué, mais je n'ai rien gagné. Son poids sur mon corps commençait à devenir trop lourd, et j'ai commencé à lutter pour respirer. Il m'était évident qu'elle voulait m'étouffer. Je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps sans oxygène et que je serais mort en quelques secondes. Juste quand j'ai pris ma dernière bouffée d'air, je me suis réveillé. Mon corps a pris le relais à partir de là, luttant pour obtenir tout l'air que je pouvais. J'étais essentiellement en train de faire une crise de panique. En 1 minute ou quelque chose comme ça, j'avais enfin le contrôle de ma respiration et je pouvais réaliser ce qui se passait. Je suis resté allongé là sur le dos pendant 1 minute, peut-être pour m'assurer que j'étais toujours en vie et très content de l'être. Lentement, je me suis assis, j'ai regardé mon corps pour des égratignures ou des marques, mais il n'y en avait aucune. J'ai aussi regardé autour de la chambre à la recherche de tout signe de la sorcière, mais la seule autre personne dans la pièce était Kevin, toujours étalé dans la même position.
C'était la première fois que je commençais à analyser tout l'événement. Avais-je vraiment été endormi en train de faire un cauchemar, ou était-ce réel et ce que j'avais vu s'était vraiment produit? Kevin était dans la même position de sommeil que dans mon rêve et j'avais pu voir toute la pièce pendant que je dormais. Si c'était le cas, cela ferait de cette horrible femme une réalité. Il n'y avait aucun moyen pour moi de le découvrir cette nuit-là, si jamais je le faisais. Je savais que j'avais trop peur pour me rendormir. Le réveil sur la table de chevet indiquait qu'il était 4h35 du matin. Même si j'étais toujours très fatigué, j'avais trop peur de me rendormir. Alors j'ai rallumé la télévision et j'ai mis une vidéo. Je suppose que je me suis endormi à un moment donné parce que les coups de ma mère à la porte m'ont réveillé à 7h moins le quart après plus de 3 heures d'attente. J'étais content de reprendre la route vers la maison même si nos vacances n'avaient duré que le week-end. J'avais l'impression que tout le monde était heureux que ce soit fini. Je sais que je l'étais, et pas seulement à cause du cauchemar. En parlant du cauchemar, j'ai eu peur de dormir pendant au moins une semaine, mais une fois qu'il a semblé qu'elle ne reviendrait pas, ma vie est revenue à la normale. En raison de mon âge, j'ai réussi à éviter les vacances familiales pour le reste de mon temps à la maison. Je me suis assuré de planifier beaucoup de travail spécialement à cette période de l'année pour les éviter. Bien que je dise que la vie est rapidement revenue à la normale, ma peur qu'elle puisse revenir hante encore le fond de mon esprit. Au moins une fois par semaine, je me retrouve à essayer de décider si c'était vraiment un cauchemar, ou si cette chose était vraiment dans cette chambre d'hôtel avec mon frère et moi. J'ai un peu enquêté sur la paralysie du sommeil et autres, et je sais que la sorcière, comme beaucoup l'appellent, est une partie commune de ce problème. Si l'horreur que j'ai vécue cette nuit-là n'était qu'un cauchemar terrifiant, j'espère avoir surmonté la condition, mais si cette femme et son groupe de monstres sont vraiment réels, je ne peux que prier pour qu'ils aient obtenu leur dose requise de peur cette nuit-là, et qu'ils ne reviennent jamais pour en récolter un autre de mon nouveau-né. Mi fille est abonnée, ou comme on dit, à ce forum et elle m'a dit que ce serait l'endroit parfait pour raconter l'histoire d'une expérience proche de la mort que j'ai eue il y a environ 5 ans. Elle me demandait depuis un certain temps déjà de l'écrire, alors voilà. Tout d'abord, je vais donner un peu d'informations pour que ce qui va suivre dans l'histoire ait plus de sens pour les lecteurs. À l'époque, notre famille, comprenant mon mari, ma fille, celle qui est abonnée ici, et moi vivions à El Paso et j'ai reçu un appel téléphonique d'une vieille amie à Houston. Cette nouvelle pour moi était triste, pour le moins. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer du sein et voulait savoir si j'étais libre de descendre et de l'aider pendant le traitement, jusqu'à ce que son mari revienne de sa mission de travail à l'étranger. Il ne pourrait pas rentrer chez lui pendant au moins quelques semaines de plus, et elle n'avait personne dans la région en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider. Étant l'une de ses plus anciennes amies, j'ai accepté immédiatement, et j'ai commencé à faire mes bagages cette nuit-là après le dîner. Comme j'ai une peur panique de voler, ma seule option pour y arriver était de conduire. J'espérais faire le voyage d'environ 10h30 sans m'arrêter. Je voulais arriver à Houston le plus rapidement possible, car sa chirurgie était programmée pour lundi tôt et je partirais samedi matin. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème pour arriver samedi après-midi, mais je voulais envisager la possibilité que je devrais peut-être m'arrêter et dormir quelque part pendant ces plus de 10 heures. Toute personne ayant fait ce voyage saurait à quel point c'est épuisant, surtout lorsque vous êtes seul. Je suis parti à 7 heures du matin, ma voiture était pleine d'essence et j'avais un café, donc à part m'arrêter pour aller aux toilettes et peut-être prendre quelques collations, je ne devrais pas avoir besoin de m'arrêter. Mieux encore, pour autant que je me souvienne, je pouvais suivre l'I-10 tout le chemin. Les choses allèrent bien, rien d'intéressant ne s'est vraiment passé dans le voyage, mis à part voir quelques accidents, ce qui pourrait avoir été la raison pour laquelle cela s'est avéré si épuisant. Je ne me suis arrêté qu'une seule fois au cours des 3 premières heures, et c'était seulement pour me soulager. Cependant, après m'être arrêté pour faire une pause dans les toilettes et manger un sandwich Subway vers 12h45, j'ai remarqué après avoir conduit pendant une demi-heure environ que je me sentais très fatigué. Je savais qu'il me restait seulement environ 4 heures, alors j'ai décidé d'essayer de tenir bon. Plus je conduisais, plus il était difficile de rester éveillé. À un moment donné, j'ai failli sortir de la route, mais je me suis réveillé juste à temps pour l'éviter. Maintenant, j'avais peur.
j'ai décidé de m'arrêter à San Antonio et de prendre une chambre d'hôtel pour dormir quelques heures. Je savais que j'étais seulement à quelques heures de Houston, mais je faisais bon temps, donc il n'y avait pas de problème si je m'arrêtais. Je me sentirais mieux quand je me réveillerais, alors j'ai quitté l'autoroute et je me suis arrêté au premier hôtel que j'ai vu. La zone semblait sûre, alors j'ai laissé mes valises sur le siège arrière. Quand je suis entré dans ma chambre, je me suis presque endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Quand j'ai rouvert les yeux, il était 10 heures du soir, et je me sentais beaucoup mieux que 7 heures auparavant. Comme j'avais la chambre, j'ai décidé de me doucher avant de reprendre la route. En allant vers ma voiture pour chercher quelques articles de toilette, j'ai remarqué un homme qui marchait vers moi, mais étant donné qu'il était encore à environ 50 mètres de distance, je ne m'en suis pas soucié. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dû le faire, probablement qu'il se rendait dans sa chambre. Je n'étais pas la seule personne à séjourner ici après tout. Une fois que je me suis douché et habillé, j'ai commencé à entendre la voix de 2 hommes à l'extérieur de ma chambre. Au départ, ils parlaient à voix normale, mais la discussion a rapidement dégénéré en cris. Comme ils ne pouvaient évidemment pas me voir, j'ai continué à m'habiller et à essayer d'écouter de quoi ils parlaient. La voix d'un homme semblait s'éloigner, mais en aucun cas ne se taisait. Il semblait que la dispute était terminée, alors je me suis dirigé vers la salle de bain pour me brosser les dents. J'ai ouvert le robinet et c'est à peu près à ce moment-là que les coups de feu ont commencé. On aurait dit que la bataille d'Oka Corral se déroulait dehors. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis couché dans la baignoire. Ma théorie était que les balles pourraient être arrêtées par le métal dont était faite la baignoire. Je ne suis pas sûr que cela fonctionnerait en pratique, mais il me manquait le temps nécessaire pour l'analyser en profondeur. Les coups de feu ont duré moins de 30 secondes. Malgré cela, je suis resté dans la baignoire pendant 1 minute de plus ou moins, juste pour être sûr. Quand j'ai commencé à entendre les sirènes de la police au loin, j'ai pensé qu'il était sûr de sortir. J'ai regardé par les rideaux et je n'ai vu personne. Alors je me suis dirigé vers la porte pour jeter un meilleur coup d'œil. C'est alors que j'ai vu pour la première fois le trou de balle, ou ceux que j'ai supposé être des trous de balle. Il y en avait 2, séparés d'environ 60 cm et de la taille de mon petit doigt. La police est arrivée juste au moment où je sortais. Il m'a semblé une bonne idée de lever les mains et cela s'est avéré être le cas. Après m'avoir fouillé et s'être assuré que je n'étais pas impliqué, ils m'ont demandé ce que j'avais vu. Je leur ai raconté ce que je viens d'écrire pour vous et ils m'ont demandé de rester un moment pour parler au détective. Apparemment, l'un des hommes impliqués, le type qui était juste devant ma chambre, avait été touché par au moins l'un des coups de feu. Une petite traînée de sang s'éloignait de l'hôtel et descendait la route d'accès où elle semblait s'être arrêtée. J'ai appelé mon ami et je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai fait savoir que dès qu'il me libérerait, j'irais chez elle quelques heures plus tard. Les policiers ont pris mes informations et finalement m'ont laissé partir juste après minuit. Encore relativement frais de ma sieste, j'ai conduit sans m'arrêter jusqu'à la maison de mon ami juste après 3 heures du matin. Elle et moi avons décidé, puisque nous étions réveillés, de continuer et de préparer le petit déjeuner. Alors que nous étions assises à sa table en train de profiter de notre repas, je lui ai raconté tous les détails sordides de mon voyage à travers l'État. J'ai eu le sentiment qu'à certains moments elle ne me croyait pas, mais je suppose que si elle n'avait pas vécu cela, peut-être qu'elle non plus ne le croirait pas. Son opération de lundi s'est très bien passée. Je suis resté avec elle encore 1 semaine et demie jusqu'à ce que son mari arrive, puis j'ai conduit chez moi. Je suis heureux de dire que le voyage de retour s'est bien passé. J'ai même réussi à faire le voyage sans m'arrêter cette fois. L'excitation de rentrer à la maison m'a peut-être donné l'énergie supplémentaire dont j'avais besoin. Je suis encore plus heureux de dire qu'après une séance de chimiothérapie, son cancer est entré en rémission et l'est depuis. Je ne peux pas vous en dire plus sur la fusillade. Autant que je sache, aucun des hommes impliqués n'a été attrapé. J'ai essayé de suivre l'histoire, mais elle s'est rapidement évaporée. Comme ils ne m'ont jamais recontacté, j'imagine que la police a simplement clos le dossier et est passée à autre chose. Je ne suis pas sûr de comment je suis censé finir cette histoire, mais je suppose que je vais simplement dire « coup de feu dans les hôtels et cancer du sein, je vous en prie, ne nous rencontrons jamais à nouveau ». Travaillant dans un hôtel de la région de Los Angeles qui a récemment été le théâtre de l'un des accidents les plus étranges que j'ai jamais entendus,
Je suis délibérément vague sur la période exacte pour protéger mon emploi et l'identité de mon employeur. Ne cherchez pas le lieu où cela s'est produit. Les rares récits de l'incident ont été rapportés d'une manière totalement différente de ce qui s'est réellement passé. Je raconte simplement cette histoire pour rappeler à tous ceux qui la lisent que la vie peut s'éteindre comme une bougie, instantanément et sans avertissement. Ayant dit cela, passons à l'histoire. J'avais 27 ans et je travaillais dans l'hôtel depuis environ 3 ans. J'ai commencé comme portier, mais lorsque l'opportunité de travailler à la réception s'est présentée, je l'ai saisie, et quelques semaines plus tard, lorsqu'un poste permanent à la réception s'est libéré, les gestionnaires me l'ont proposé. Tant mes gestionnaires que moi avons immédiatement réalisé que j'étais beaucoup mieux adapté au travail à la réception. Bien que j'ai toujours fait de mon mieux dans mon travail, j'aimais plus aider les gens et résoudre leurs problèmes que porter leurs bagages dans les escaliers. Excusez mon autoglorification, mon seul but est de donner un peu de contexte avant de plonger dans ce récit inhabituel. Outre les détails de ma carrière, l'hôtel lui-même a toujours été un environnement de travail paisible et juste. Tous ceux qui y travaillaient faisaient de leur mieux chaque jour pour assurer la confidentialité et la sécurité des clients. Malheureusement, le jour où cela s'est produit, notre niveau habituel de service exceptionnel était en baisse, bien que sans faute de notre part. Je suppose que je vous ai fait attendre assez longtemps. Allons droit au but, d'accord? Mon assistant et moi venions d'enregistrer l'un des participants 1 heure plus tôt. L'autre homme était dans sa chambre depuis la veille au soir, apparemment très ivre. Les clients de la chambre voisine ont plus tard signalé avoir entendu des bris de verre vers 5 heures du matin. Quand j'ai entendu cela, j'étais à la réception en train de compléter la paperasse matinale habituelle. Le rapport sur les coups de feu m'a fait bondir de ma chaise. J'ai couru dans le hall en demandant à chaque employé que je voyais s'il savait d'où venait le bruit, mais personne n'était sûr. Heureusement, le hall était vide de clients car il était encore tôt. En quelques minutes, un appel d'un membre du personnel de nettoyage est arrivé à la réception et je suis retourné pour répondre. Elle travaillait dans l'une des armoires à linge du 5e étage et a entendu ce qui ressemblait à un coup de feu provenant de la chambre en face d'elle. Mon assistant et moi avons rapidement monté au 5e étage et avons frappé à la porte de la chambre que nous soupçonnions être à l'origine du coup de feu, mais nous n'avons reçu aucune réponse. J'ai utilisé la clé pour entrer dans la chambre, annonçant toujours discrètement notre entrée au cas où nous nous tromperions, mais malheureusement, nous ne nous trompions pas. Même si je savais qu'une arme était impliquée, je n'étais toujours pas préparé à ce que j'ai vu. En tournant le coin de la chambre, j'ai vu son corps. L'homme avait apparemment placé un pistolet dans sa bouche et avait appuyé sur la gâchette. Il était évidemment décédé, donc j'ai instruit mon assistant d'appeler le 911 et de demander qu'ils entrent par l'entrée de service pour ne pas attirer l'attention. Cela peut sembler cruel, mais mon travail était de penser à la réputation de l'hôtel, indépendamment de mes sentiments personnels. Je suis sûr que l'homme n'en avait rien à faire. Il avait décidé de mettre fin à sa vie dans un lieu public. Il devait savoir qu'un pauvre employé le trouverait. Évidemment, il n'avait aucune considération pour personne d'autre. Comme vous le savez ou non, les gens meurent dans les hôtels régulièrement. Donc la police et les ambulanciers étaient familiers avec nos pratiques. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, ils ont fait leur travail et ont rapidement permis aux ambulanciers de l'emmener. Nous avons reçu le feu vert pour nettoyer la chambre et en 1 heure, elle ressemblait à nouveau exactement à avant. Comme je l'ai dit, nous sommes très habitués à nettoyer après les décès, peu importe la manière dont ils se produisent. J'étais un peu secoué, mais j'ai fait de mon mieux pour garder mon sang-froid. J'étais dans une position de leadership et je ne voulais pas que la situation dégénère. Toute personne qui se sentait incapable de continuer à travailler était autorisée à rentrer chez elle. Et le reste d'entre nous a eu une brève réunion au bureau pour exprimer nos préoccupations. Cela a duré environ 1 heure et ensuite nous sommes tous retournés à notre travail. Nous avons essayé de reprendre notre routine quotidienne et jusqu'à environ 11 heures du matin, nous y sommes parvenus. Cependant, peu de temps après, j'ai reçu un appel d'une autre femme de ménage. Elle était évidemment bouleversée. À travers ses mots entrecoupés de larmes, elle m'a dit qu'en entrant pour nettoyer une chambre au 6e étage, elle avait trouvé un homme qui semblait être mort sur le sol. Je suis sûr que vous pensez la même chose que moi à ce moment-là. Ça ne peut pas être, tu dois plaisanter. Je pouvais dire qu'elle ne plaisantait pas. Alors cette fois, j'ai appelé la police moi-même. Ils n'ont pas eu besoin d'être invités cette fois-ci, ils sont entrés par l'entrée de service une fois de plus et m'ont trouvé dans la chambre.
Je suppose qu'ils étaient un peu suspects quant aux circonstances, car les mêmes détectives sont venus enquêter sur la scène. Je les ai laissés travailler seuls une fois de plus, et je suis retourné au mien. Maintenant, j'étais plus confus que secoué. Même dans les hôtels, il n'y a pas 2 décès non liés le même jour. Et les chances qu'il ne le soit pas étaient astronomiques. Tout ce que je pouvais faire était d'attendre que les détectives me contactent et me disent ce qui se passait. 1 heure environ plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de mon bureau. C'était l'un des détectives. Ce qu'il m'a dit ensuite reste l'histoire la plus folle que j'ai entendue à ce jour. Selon ce que nous avons pu déduire, la balle de ce qui s'est passé. Ce matin-là, au 5e étage, a traversé la tête du gars, le mur et diagonalement le sol de la chambre de ce type au 6e étage, et l'a atteint au cœur. Nous n'avons pas pu le trouver ce matin-là. Nous avons supposé qu'il était simplement coincé quelque part dans le sol. Il est mort en moins d'1 minute. Le pauvre garçon ne l'a jamais vu venir, probablement pourquoi il avait une expression si surprise sur son visage. Croyez-le ou non, ce n'est pas le premier cas que j'ai eu comme ça. C'est triste, mais cela ne sert qu'à nous rappeler que la vie est précieuse et peut se terminer en un instant. Je m'assure toujours de dire à ma femme que je l'aime chaque fois que je pars pour le travail. Même si nous venons de nous disputer. Je suis sûr qu'il en va de même pour lui. Il doit le dire chaque fois qu'il part pour le travail, même s'ils ont récemment eu une dispute. Depuis que j'ai rappelé ce sentiment, je me suis assuré de faire de même avec ma femme. Si vous avez quelqu'un de spécial dans votre vie, vous voudrez peut-être essayer. Cela ne peut vraiment pas faire de mal. Exprimer votre amour ne peut jamais être nuisible. Cette nuit-là, après le départ des détectives et le retour du calme apparent à l'hôtel, je me suis retrouvé à marcher dans les couloirs, réfléchissant à la fragilité de la vie et à la façon dont une décision impulsive peut avoir des conséquences imprévisibles et parfois tragiques. Je savais que cela ne serait pas facile d'oublier ce qui s'était passé, en particulier le visage du 2e homme, qui avait simplement été un passant dans le drame d'un autre. Le lendemain, l'atmosphère à l'hôtel était étrangement calme. Les employés chuchotaient à voix basse, et chaque fois que les portes se fermaient bruyamment ou qu'un objet tombait au sol, on pouvait voir les gens sursauter. Malgré nos efforts pour maintenir le professionnalisme, l'air était chargé d'une tension nerveuse, comme si nous attendions tous qu'une autre tragédie inexplicable se produise à nouveau. Des semaines se sont écoulées, et bien que la routine quotidienne soit finalement revenue à quelque chose qui ressemblait à la normalité, l'incident a laissé une marque indélébile sur nous tous. Personnellement, j'ai trouvé du réconfort en parlant plus ouvertement avec mes collègues et les clients, m'assurant que, dans la mesure du possible, ils pouvaient se sentir en sécurité et valorisés pendant leur séjour. La tragédie m'a enseigné l'importance des connexions humaines et de ne pas prendre pour acquis chaque interaction. La leçon la plus dure a été pour la famille de l'homme qui a été accidentellement tué. Leur deuil s'est multiplié, et lors des services funéraires, auxquels j'ai assisté pour offrir mes respects et mon soutien, j'ai vu de première main la douleur qu'une action précipitée peut infliger à tant de gens. En de tels moments, les mots offrent peu de réconfort, mais être présent, montrer de l'empathie et du soutien, peut aider à porter le fardeau du deuil. Des mois plus tard, l'histoire de l'incident dans notre hôtel a disparu des nouvelles, mais jamais de nos mémoires. Nous avons mis en place de nouveaux protocoles de sécurité et de formation pour le personnel, non seulement pour mieux répondre aux urgences, mais aussi pour gérer les situations avec des clients potentiellement volatiles ou perturbés, cherchant à éviter que des tragédies similaires ne se produisent sous notre toit. A posteriori, bien que vous ne souhaitiez jamais que des événements comme ceux-ci se produisent, ils offrent une occasion d'apprendre et de grandir, non seulement en tant que professionnels de l'hospitalité mais aussi en tant qu'êtres humains. La compassion, la présence et l'engagement sincère envers le bien-être des autres sont devenus les pierres angulaires de notre fonctionnement. Et chaque jour, en arrivant au travail, je me rappelais les mots du détective et je prenais l'engagement de dire à ceux qui me sont chers combien ils comptent pour moi, sachant bien que la vie ne promet pas de lendemain. L'histoire que je vais vous raconter a débuté au début des années 1980, alors que j'étais encore un novice. Gardez à l'esprit que tout au long du récit, je serai intentionnellement vague et modifierai les noms et les moments pour éviter que ceux qui le lisent ne puissent découvrir les identités exactes et les emplacements des personnes impliquées dans l'affaire. Ma raison de faire cela
est de protéger l'intégrité de l'enquête et la vie privée de toutes les pauvres personnes impliquées dans cette terrible situation. De plus, vous devez vous rappeler que, puisque c'est encore un cas ouvert, mon désir est de partager une histoire intéressante et effrayante sans ruiner aucune possibilité de résolution à l'avenir. Alors prenez quelque chose à boire, détendez-vous et préparez-vous pour l'histoire de la série d'affaires que j'appelle « Le curieux séas des homicides de l'hôtel ». Comme je l'ai dit, j'étais encore considéré comme un novice dans la division, je n'avais que 7 mois à ce moment-là, et je n'avais pas encore dirigé une affaire, mais cela allait changer lorsque nous avons trouvé la première fille. Lorsque je suis arrivé au premier hôtel, je connaissais seulement les faits de base. Une femme morte pendant la nuit, étranglée avec une ligature. Cependant, dès que j'ai vu l'étendue des dommages sur son corps et la manière étrange dont la scène avait été montée, j'ai su que ce ne serait pas un cas routinier. La fille n'avait pas seulement été étranglée, mais son cœur avait également été prélevé de sa poitrine. Comme vous pouvez l'imaginer, le lit sur lequel elle était étendue était trempé de sang, mais à part quelques gouttes minuscules dans le drain de la douche, le reste de la chambre était impeccable. Quand je dis impeccable, je le pense sérieusement. Le gaz avait pris la peine de supprimer chaque empreinte de toute surface imaginable qui aurait pu être touchée. La chambre était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis sa construction, et il savait très bien que cela nous laisserait pratiquement sans aucune preuve. Nous avons fait de notre mieux pour trouver des témoins potentiels, mais dans ce quartier, nous avions eu très peu de chance par le passé, donc malgré une recherche exhaustive et une recherche de fichiers, nous n'avons rien obtenu. Le plus que nous avions était du sang, et comme vous pouvez le deviner, ils provenaient tous de la fille et de personne d'autre. Comment pouvait-on ne rien obtenir dans une chambre d'hôtel qui avait été le témoin de milliers de choses terribles chaque année? Cela me dépasse encore, mais alors que cette affaire se développait, je découvrirais bientôt que c'était un sentiment que beaucoup d'entre nous impliqués expérimenteraient régulièrement. Il faut se rappeler que tout cela s'est passé à une époque antérieure à la science de l'ADN. Avant que cette ère spatiale du crime n'arrive, nous serions aux prises avec les décès de 5 autres femmes uniquement liées à cette affaire, sans compter les centaines d'autres qui resteraient non résolues dans notre région. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que je ne me voie confier un nouveau cas, et, à ma grande surprise, c'était encore un corps de fille de la rue dans une chambre d'hôtel. Bien sûr, ce deuxième cas s'est déroulé très semblablement au premier, sans témoin ni preuve concluante pour orienter l'enquête dans une direction. Avant que nous puissions boucler l'enquête pour le deuxième crime, le corps d'une troisième fille a été découvert dans l'hôtel voisin du dernier. L'audace de ce gars-là était au-delà de tout ce à quoi j'avais été confronté, que ce soit pendant mon temps en patrouille ou le court laps de temps que j'avais passé dans les homicides. Je tiens à préciser que les crimes ne fonctionnent rarement comme dans les émissions de télévision. Vous travaillez souvent sur un cas jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'informations et passez au suivant. Et il y a toujours un suivant. Pendant que vous travaillez sur ce cas, vous avez toujours l'espoir qu'il y ait plus d'informations sur le dernier, mais plus souvent qu'autrement, cela ne se produit jamais. Le cas peut ne pas refroidir, mais vous pouvez vous retrouver à attendre des mois pour qu'une nouvelle information arrive. Curieusement, après que la troisième enquête ait stagné, le prochain corps que nous attendions n'est jamais arrivé. Malgré à quel point cela peut sembler horrible, à chaque cas raté, nous espérions un meurtre de plus. Chaque fois que ce salaud prenait la vie d'une autre fille, il nous donnait une autre chance de trouver la pièce de preuve qui serait nécessaire pour le mettre sur la chaise. Nous craignions que notre dernière chance ne soit passée sans aucun type de nouvelle information qui arrive pendant plus d'1 an. Le petit groupe de détectives réunis pour examiner les listes de suspects potentiels et les profils envoyés par le FBI et les comtés environnants a été dissous, et les détectives impliqués, y compris moi-même, ont été affectés à de nouveaux cas. C'est presque comme s'il attendait, environ 1 mois plus tard, il a frappé à nouveau. Ce meurtre était relativement similaire, mais cette fois, au lieu de nettoyer la scène, il semblait avoir utilisé des gants. Des taches étaient remarquées à plusieurs endroits, mais aucune des empreintes digitales restantes n'a pu être attribuée à aucun de nos suspects, et celles que nous avons pu faire correspondre se sont avérées appartenir à des personnes qui n'étaient pas d'intérêt. Cela aurait pu nous aider dans les années à venir lorsque les preuves ADN seraient disponibles pour effectuer des tests sur les quelques cheveux non victimes que nous avions trouvés sur les corps des victimes et sur les scènes, mais ces cheveux, comme la plupart de la petite quantité de preuves que nous avions compilées dans les affaires,
se sont égarés de quelque manière que ce soit. Dans les affaires futures, je me suis assuré de suivre le vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour aider à éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. En plus de notre petite quantité de preuves physiques, nous avons eu quelques psychiatres locaux et même des agents fédéraux pour créer une sorte de profil psychologique approximatif de la personne que nous recherchions. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, la science qui rend la résolution des crimes beaucoup plus facile aujourd'hui était encore à quelques années de nous. Et cela s'appliquait même à l'unité des sciences du comportement du FBI, mondialement célèbre. Les 2 derniers meurtres étaient beaucoup plus espacés que les précédents, et il nous semblait presque que le tueur perdait son goût pour ça. Les crimes eux-mêmes étaient encore moins violents. Il avait la gentillesse de permettre aux filles de conserver leur cœur, et les scènes manquèrent de l'avidité de sang qu'elles avaient eue dans le passé. Encore une fois, les actions de cet homme nous laissaient perplexes. La grande majorité des tueurs en série ont tendance à escalader leurs crimes graduellement en termes de férocité et de fréquence. Malgré la désescalade apparente et l'aspect moins violent des meurtres, il restait très méticuleux dans son organisation, que ce soit en évitant de laisser des empreintes digitales ou en veillant à laisser la scène de crime propre et dépourvue de sang pour ne pas attirer l'attention en public. Il n'avait toujours aucun désir d'être attrapé. J'étais sûr qu'il y avait un témoin quelque part, mais que ce soit par peur ou par ignorance, personne ne s'était jamais manifesté. J'ai encore confiance en cela maintenant, et je ne peux que espérer qu'un jour cette personne se manifestera et racontera ce qu'elle sait à quelqu'un, à n'importe qui. Alors, comme avant, notre homme s'est arrêté et nous a laissés sans rien. S'il avait su alors ce que nous savons maintenant, nous aurions été assez sûrs qu'il était en prison pour un crime non lié, ou qu'il avait déménagé dans une autre région. C'est probablement la même raison pour laquelle il avait pris une pause d'environ 1 an et demi auparavant. Pendant plus d'1 an, il n'y a eu ni autre meurtre ni témoin qui se soit manifesté. Comme avant, nous n'avions rien. C'est alors que j'ai reçu l'appel téléphonique. C'était un samedi après-midi normal à la maison. Je venais de sortir de la douche après avoir coupé la pelouse et j'étais assis dans un fauteuil sur le point d'ouvrir une bière quand le téléphone a sonné. J'ai sauté de ma chaise et je suis allé répondre dans la cuisine. La voix à l'autre bout était celle d'un homme d'âge moyen et ses premiers mots étaient « Est-ce que c'est le détective Leonardo Duncan ?» Je lui ai simplement répondu que oui, même si je ne reconnaissais pas sa voix. « J'ai quelque chose que vous voudrez peut-être entendre », m'a-t-il simplement répondu d'un « d'accord ». Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, alors j'ai gardé la bouche fermée au cas où ce serait important. Et mon Dieu, ça l'était. Leonardo, j'ai aimé chasser toutes ces années, mais toute cette nouvelle science dont j'ai entendu parler, sans parler de certaines choses à la maison, l'ont rendu beaucoup moins désirable. Alors je vais passer à autre chose. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser avec qui je parlais. J'ai retenu mon souffle autant que possible, craignant de manquer un seul mot. C'était amusant tant que ça a duré, mais c'est fini pour moi. Prends soin de toi, Leonardo. Cette dernière phrase m'a donné des frissons. Il parlait comme si nous étions de vieux amis se disant adieu pour toujours. C'est tout. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il avait raccroché et m'avait laissé seul avec le bourdonnement de la tonalité de numérotation. Je venais juste de parler au téléphone avec un tueur en série. J'ai appelé la station pour voir s'il pouvait retracer l'appel, mais bien sûr, il avait parlé trop brièvement pour le faire. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire confiance à ce qu'il avait dit, après tout, c'était un tueur. Mais il s'était passé assez de temps depuis que nous avions trouvé une autre fille dans une chambre d'hôtel, et une grande partie de moi voulait que ce soit vrai. La vie de 6 filles avait été arrachée par cet homme. Alors, si nous ne pouvions pas le trouver, une promesse de ne pas prendre plus de vie ne serait-elle pas suffisante? Avais-je involontairement fait un pacte avec le diable? Je n'en suis toujours pas sûr, et il s'est écoulé plus de 30 ans. En fin de compte, que j'ai été d'accord ou non, il avait le contrôle de la situation et le savait. De temps en temps, au fil des ans, nous avons eu quelques pistes solides, mais elles n'ont finalement mené nulle part. Depuis que je suis à la retraite, je fais toujours des recherches régulières sur tout nouveau cas, avec un modus operandi similaire à celui de notre homme. À ce stade, il est probablement mort ou dans un asile quelque part, mais si cela peut aider, cela m'aide à mieux dormir la nuit. La perte de la plupart de nos preuves physiques depuis longtemps nous a laissé avec peu d'autres options, à moins que nous obtenions une confession ou un témoin oculaire.
ces meurtres de pauvres filles ne seront jamais résolus. Cependant, jusqu'à ce que je rejoigne ma femme au ciel, je ferai de mon mieux pour attraper ce monstre et donner à ces filles et à leurs familles la justice qu'elles attendent depuis trop longtemps.